Si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on y répondra à la fin du coup des deux interventions. Tenter qu'on puisse, bien évidemment. Allez, rebonjour, on y va. J'ai à peu près une demi-heure ou trois quarts d'heure pour être avec vous. Je suis très heureux d'être ici. Je suis Philippe Chambéry, donc je travaille pour Primonial REM France, qui est une société de gestion d'actifs pour le tiers. Alors, en principe, le programme aurait peut-être dû se passer avec Nicolas Souquet, qui est régional Primonial partenaire. En fait, le groupe Primonial, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu une forme de conception et de gestion de produits d'épargne financière. Et en fait, au titre de sa holding, à deux sociétés de gestion, on va dire, assez emblématiques, que sont en fait l'immobilier et puis la gestion d'actifs valeurs mobilières, et la financière de l'échiquier. On est détenu en fait par le groupe à hauteur de 100%. Puis Primonial REM, c'est la holding de détention de Primonial REM France. Donc en fait, le groupe Primonial détient Primonial REM, il détient Primonial REM France. Et à côté de Primonial REM France, vous avez des sociétés de gestion en Allemagne, en Italie, également à Luxembourg, et des bureaux de représentation aujourd'hui à Singapour. Oui, et alors, sauf qu'après, je vais avoir besoin de passer à Singapour et puis au UK, en Angleterre, pour tout simplement en fait, nous permettre de continuer à investir. Alors, c'est une société en fait, de gestion d'actifs. Quand on parle de gestion d'actifs immobiliers, nous, notre métier, c'est de travailler à la fois sur la clientèle institutionnelle et grand public. En termes de masse, le grand public, ça représente à peu près 60% de l'encours global sur les 34 milliards d'euros que nous gérons en immobilier d'entreprise. Je vais revenir un petit peu pour ceux à qui ça ne parle pas. L'immobilier d'entreprise, c'est, vous le voyez, en fait, du bureau, de la santé, de l'éducation, du commerce, du résidentiel, de l'hôtellerie et de la logistique qui ne figure pas ici parce qu'on investit aujourd'hui pas en logistique, c'est un autre métier, et qu'on est déjà omniprésent sur pas mal de classes d'actifs. Petite chose intéressante à savoir par rapport en fait, à l'offre de CG Finance, on va revenir bien sûr après sur quelques illustrations de mes propos avec des fonds de gestion, hein, stricto sensu, qui correspondent à autant de thématiques. C'est la santé et l'éducation. On est en fait aujourd'hui leader européen indépendant en matière de détention de murs de santé. Et quand on parle de murs de santé, on va la voir après. C'est bien évidemment en fait tous les formats du court, du moyen et du long séjour. On aura l'occasion de leur développer. On est présent, en fait, vous voyez, aujourd'hui dans 11 pays européens. On vient de parler de la clientèle et on est à peu près 400 collaborateurs, dont à peu près 220 à Paris, travaillant, on va dire, sur à la fois la gestion des fonds eux-mêmes et également la gestion des actifs, puisque, il ne faut pas s'y tromper, on achète bel et bien de manière directe ou indirecte des actifs immobiliers. Ça peut être tour de bureau à la Défense. On a par exemple aujourd'hui la tour Technip, qui est l'ancienne Adria, qui va être rebaptisée très bientôt, mais qu'on avait acheté il y a quelques années de ça pour 450 millions d'euros. Et là, du coup, je vais illustrer un petit peu les propos. On est propriétaire de l'actif Lumière dans le quartier de Bercy, dans le Paris 12e arrondissement. Là, c'est une transaction en fait, qui a été réalisée en 2019 pour 1,2 milliard pour vous donner en fait quelques illustrations. Et puis en santé, on achète alternativement ou des actifs en direct ou des gros portefeuilles qui nous permettent de pouvoir collecter l'argent et puis surtout de l'investir. Du commerce, majoritairement du commerce de pieds d'immeubles, parce que c'est le format aujourd'hui le plus flexible par rapport à des centres commerciaux. Et puis, vous savez très bien que le commerce est un peu malmené, notamment avec la période du Covid et sur le commerce notamment non alimentaire. Du résidentiel, je ne vais pas vous parler en fait des prix du résidentiel en fait à Cannes, à Nice, à Valbonne, à Paris. Nous, ce qu'on fait en résidentiel, c'est ce qu'on appelle en fait du résidentiel institutionnel, c'est de la vente en bloc. On achète en fait des portefeuilles et ça nous permet effectivement aujourd'hui d'avoir certaines formes de décote. Et une autre illustration de ce que l'on peut faire en résidentiel, on s'est positionné sur la rue de la République à Marseille, pas très très loin d'ici, même si c'est un peu concurrent. Et donc on possède pratiquement tout le côté droit de la rue de la République. Donc ça, c'est un travail en fait qu'on appelle de création de valeur. Et ce travail de création de valeur, en fait, c'est acheter ce portefeuille avec du résidentiel, du bureau et du commerce, le travailler, c'est-à-dire en fait remettre un petit peu au goût du jour à la fois les appartements, les commerces de pieds d'immeubles et également les espaces de bureaux pour les relouer avec la clientèle qui nous va bien sur des niveaux de loyer qui, bien évidemment, sont supérieurs à ce qu'ils étaient avant qu'on ne l'achète. Ça, c'est une parfaite illustration. Et on fait la même chose, par exemple, en Espagne. Actuellement, on est sur un énorme portefeuille d'état futur d'achèvement. Donc, ce sont des actifs qui ne sont pas encore livrés, qui sont livrés au fur et à mesure. On décaisse en conséquence à mesure, effectivement, que les actifs sortent de terre. Et puis, c'est un portefeuille qui vaudra à terme à peu près 1 milliard d'euros. Je vais être très près hein, quand même du. Non, ça va
On va passer. Alors, les slides, j'en ai 60. Tous les slides, vous les avez, vous l'adressera. Je ne suis jamais mes slides parce que on est tous d'accord là-dessus. Par rapport en fait à la gamme qui vous est proposée, là vous avez effectivement devant vous la gamme des fonds grand public. Vous voyez qui représente à peu près 9 milliards d'euros. Et ce soir, en fait, je voulais vous proposer de mettre un petit accent sur deux fonds qui sont labellisés ISR, que sont Primovi et Primopierre, et puis deux unités de compte immobilières. Les unités de compte, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une société civile qui ne peut être achetée que dans le cadre de vos contrats d'assurance vie. Alors l'intérêt, c'est d'avoir une commission en fait d'acquisition qui est relativement modérée, qui est très modérée même, et en contrepartie de quoi vous bénéficiez de la fiscalité de l'assurance vie. Et ce sont des fonds dits de capitalisation qui ne distribuent pas. Là où, en revanche, une société civile de placement immobilier, ou autrement dit SCPI, elle a pour objectif de générer un revenu régulier sur la base effectivement des loyers encaissés et le cas échéant des plus-values qui sont réalisées au moment de la cession des actifs. On reviendra en fait sur la manière de gérer une SCPI parce que vous allez voir, ce n'est pas si simple. Même si c'est un véhicule de bon père de famille, comme on le dit autrement, ce sont des véhicules qui parfois peuvent atteindre des détails assez conséquents, et donc avec des actifs assez nombreux, le cas sur Primopierre, qui figure dans le top 10 des SCPI françaises parmi les 10 plus grosses capitalisations du marché, et adossé respectivement aux deux thématiques de la santé et de l'éducation et du bureau. Et puis les unités de compte, on le verra un petit peu après. Point marché. Alors, je ne vais pas vous parler effectivement des prévisions de croissance en fait pour la zone euro. Vous l'avez vu, elles sont relativement en baisse. On a eu effectivement le conflit russo-ukrainien qui a entre guillemets entraîné une hausse des prix assez généralisée, ce que vous appelez, vous connaissez en fait l'inflation, majoritairement tirée par la hausse des prix de l'énergie. On a eu cette chance en France effectivement d'avoir ce bouclier tarifaire qui a été mis en œuvre, mais c'est pas free money, il faudra le rembourser un jour, vous le savez, avec le niveau de dette auquel on se situe aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement l'inflation rapportée à l'immobilier, ça porte des questions. La première des questions, en fait, est-ce que mes actifs vont garder la même valeur dans la mesure où j'aurai moins d'argent pour acheter? Dans la mesure où effectivement les banques centrales aux États-Unis dans un premier temps et en Europe avec la BCE ont réagi de manière assez énergique en relevant leur taux directeur, et bien sûr, les banques suivent en remontant bien évidemment les taux d'emprunt, ce qui fait qu'il y a moins de concurrents à l'achat d'un bien, et ce qui fait que les délais en fait de cession d'un actif sont plus longs et que par conséquent, ça vient le décoter de manière assez naturelle dans la mesure où vous devez effectivement baisser votre prix pour pouvoir vendre votre bien. Vous savez, il y a des fondamentaux dans l'immobilier. Le premier, en fait, c'est quoi? Quand vous achetez un bien immobilier, est-ce que vous achetez le livret A? Est-ce que vous achetez un bien liquide? Non. Donc, il y a ce qu'on appelle en fait une prime de liquidité qui vient rémunérer le risque d'obsolescence des actifs, notamment. Et cette prime en fait des risques immobiliers, cette prime de risque, très concrètement, elle se mesure par rapport au taux sans risque. Le taux sans risque en France, c'est l'OAT de 10 ans. Bien évidemment, quand vous avez une OAT qui est pratiquement à zéro et des taux à l'acquisition des biens immobiliers qui sont à peu près à 350 ou 3,50 ou 4%, ça vous donne une prime de risque assez intéressante. En revanche, lorsque les taux augmentent, votre prime de risque se réduit. Et par conséquent, vous en arrivez en fait à faire une opération qui financièrement n'est pas super intéressante sur le papier. Alors avant, vous aviez ce qu'on appelle un booster de performance avec le crédit, c'est-à-dire que vous pouviez emprunter 50 lorsque vous achetiez un bien de 100 avec un taux de financement qui était à 1%. Vous avez vite compris, en fait, c'est que si je reçois des loyers qui sont à 4,5 ou 5%, j'ai un bon différentiel. En cas inverse, la donne n'est plus tout à fait vraie, puisque je dois mobiliser de l'argent, mon cash, pour pouvoir me positionner sur une opportunité. Je rentre un peu trop dans le détail, je m'en excuse, ce n'était pas le propos, mais je pense que je voulais vous faire un petit peu. Il y a moins d'effet de levier dans ce cas-là qui vient effectivement permettre de, entre guillemets, doper votre performance, votre TRI au niveau de votre opération. Le marché immobilier, il n'y a pas qu'un marché immobilier. C'est un marché en fait qui n'est plus un marché domestique dans ce qui nous concerne. On investit, et c'est vrai en fait pour pas mal de nos concurrents en Europe aujourd'hui. Certains de nos portefeuilles, elles dépassent allègrement les 35%, en zone euro majoritairement. C'est un marché européen. Vous le voyez, c'est un marché de 200 milliards. C'est pas grand-chose rapporté en fait au marché financier et à la profondeur en fait de l'ensemble des places. Mais ici, on parle bien d'actifs qui ne sont pas cotés. Un actif coté, c'est un actif en fait qui connaît une fluctuation en fonction de l'offre et de la demande, c'est les marchés financiers,
Et par conséquent, vous avez beaucoup de volatilité. L'immobilier, en principe, c'est peu volatile. Vous avez en fait un peu de volatilité par effectivement des variations de prix de vos actifs, mais très peu au final. Et en assurance vie, dont on parlait tout à l'heure, le gros intérêt sur les fonds dont je vais vous parler, c'est que vous avez très peu de volatilité sur ces produits avec des rendements associés, même si c'est de la capitalisation, qui sont stables. Et ça, c'est effectif sur de très longues durées. Donc, on y reviendra si vous avez des questions. Je suis tout à fait plaisir pour vous répondre. Oui. Alors, non, pas dans toute la zone euro. En fait, la zone euro, elle se limite majoritairement aux pays sur lesquels on peut se positionner en fonction de nos fonds. Sur le bureau, on n'investit qu'en France. Quand je dis en France, c'est majoritairement sur Paris et première couronne parisienne. Donc, ce sont plutôt des gros actifs en termes de taille, avec de grands locataires. Et puis, on a quelques approches régionales avec des marchés tertiaires assez établis. Lyon, puisque c'est le premier marché régional français en particulier, ou encore Lille. Sur la santé, en revanche, là, on est très à l'acquisition, en fait, notamment en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne, parce que la France est un marché qui est un marché assez profond et qui est un marché qui a déjà été relativement travaillé au cours des 10 dernières années. Vous avez eu beaucoup d'opérations de restructuration, de fusion entre les grands opérateurs qui ont cherché, ce faisant, effectivement, à grandir. Et nous, en fait, notre travail, ça a été de nous approcher de ces gens tels que Corian ou encore Colisée pour faire en fait des opérations que l'on qualifie de sell and leaseback. Alors c'est un anglicisme, mais je m'en excuse, mais ça va être très simple. Je vends en fait un investisseur tel que Primonial Rennes France, et en contrepartie de quoi je prends à bail sur une durée longue de 12, voire plus, 12 ans. Et donc, ce faisant, je récupère de l'argent, et cet argent, ça me permet en fait d'aller m'implanter dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, ou d'autres, ça pourrait très bien être les Pays-Bas, pourquoi pas le UK, ou pourquoi pas dans d'autres pays du monde. Libre à eux, en attendant, c'est l'opération que nous réalisons avec eux. Donc, des marchés européens avec des réalités très différentes. Et pourquoi travailler sur les marchés européens? Parce que vous avez également des différences de rendement. Lorsque j'achète, par exemple, un EHPAD à l'unité en France, si l'EHPAD est de très bonne qualité, je vais le payer relativement cher. Là où, effectivement, je vais avoir la possibilité, pour un établissement de la même nature en Italie ou encore en Espagne, d'avoir quelque chose qui sera beaucoup plus rémunérateur pour moi, investisseur, et donc pour les associés. C'est on va dire, un juste milieu et une composition en fait que nous réalisons chaque année entre des sommes que nous collectons auprès de vous, les particuliers investisseurs, et puis ce que nous investissons. Et l'investissement en fait se fait, bien sûr, vous allez voir, sur des périodes de long terme. C'est bien tout l'objectif en fait d'une SCP. Sur les EHPAD, vous faites les murs? Oui, alors oui, on n'a pas. Alors, en termes de gouvernance, bien évidemment, nous n'intervenons pas dans la gouvernance des exploitants. Nous, on achète les murs de santé. On va y revenir juste après, comme ça vous devancez un peu ma question, mais c'était un petit peu l'objet. On va tourner un peu plus vite, parce que là, sinon, voilà, ça c'est la répartition. On va peut-être commencer par la santé ou le bureau, qu'est-ce que vous préférez? Allez, on commence par le bureau. Allez, c'est parti. Ça, c'est en fait une SCPI qui est la plus vieille de la maison. Elle a été créée en 2008. Vous allez voir en fait beaucoup en fait de l'acronyme ISR pour investissement socialement responsable. Vous en avez certainement entendu parler. C'est pas en fait un effet de mode rapporté à l'immobilier, c'est une démarche qui est hyper objectivée. Vous avez tous entendu parler de la COP 27, de la COP 21. On est tous en fait aujourd'hui concernés. Je vois sur le parking, il y avait de l'hybride, il y a de l'électrique. Bien évidemment, chacun commence à réfléchir un peu de son côté sur la meilleure des manières de faire pour, on va dire, contribuer positivement à la réduction des émissions carbone. L'immobilier, c'est d'autant plus important que rapporté à l'échelle hexagonale, c'est à peu près 45% des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d'énergie, et 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif, en fait, lorsque vous cherchez un label ISR qui est octroyé par un certificateur indépendant, c'est de pouvoir montrer à ce certificateur, sur une période de 3 ans, que vous avez vraiment décarboné. Quand je dis décarboné, en fait, c'est à minima amélioré. Vous savez comme moi, il y a toujours une trace. Il y a du béton, il y a effectivement des matériaux en fait, qui ne sont pas biodégradables. Donc, vous aurez toujours une empreinte carbone avec de l'immobilier. Et de la même manière, lorsque vous faites une restructuration, vous avez deux manières de faire.
soit en fait, je rase le building complètement, mais potentiellement créer un autre. Quel cas, bah, ça nécessite de faire venir du matériau, ça nécessite de faire venir des camions, des camions qui viennent parfois en fait pour s'approvisionner avec des matériaux eux-mêmes sur des ports qui viennent avec des matériaux qui viennent de Chine, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc vous voyez un petit peu l'empreinte carbone de votre chantier, ou alors vous avez d'autres approches qui aujourd'hui consistent tout simplement à remployer en partie, par exemple, l'existant. Donc ça veut dire au lieu de tout casser, pour être un peu trivial, et bien tout simplement en fait récupérer, mais curer, on va dire, l'immeuble totalement, le désamianter, le déshabiller, puis réutiliser une partie des matériaux déjà en place. C'est déjà un peu plus vertueux, et ça se mesure réellement. Donc, la démarche ISR en immobilier, ça consiste en fait à donner à chacun de vos actifs une note extra-financière à partir en fait d'une analyse qu'on appelle environnementale, sociétale et de gouvernance. Bien évidemment, rapporté à l'immobilier, on va dire que sur les trois piliers, le plus évident, c'est bien sûr l'impact environnemental. On vient d'en donner quelques illustrations. Il y a également le volet sociétal, notamment dans le domaine de la santé. Le sociétal, ça va être à la fois le bien-être des occupants, mais également le bien-être des personnels soignants, donc notamment l'accessibilité. Et puis pour le personnel, pour les patients en particulier, ben là, ça va être effectivement le nombre de chambres simples, chambre double, hein, ça plus personne n'en veut aujourd'hui, on est tous d'accord, la qualité de l'air, la qualité effectivement, et soins cas échéant. On va passer sur le label, mais la majorité des fonds que je présente en fait sont labellisés ISR. Prix-Pierre, c'est un fonds de bureau, c'est assez rare en fait, c'est 100% bureau, ce qui signifie concrètement que nous investissons plutôt dans des actifs de grande taille, des tours à la défense, mais également des actifs de bureau, des sièges sociaux. On va donner un ou deux exemples. Qui sont achetés pour des durées relativement longues avec de grands locataires. On est plutôt en fait sur des locataires de type CAC 40 et très peu en fait sur la PME, PMI. Et en gros, ce que l'on cherche à faire, c'est à porter ces immeubles pendant une bonne période, bien les acheter. Aujourd'hui, les valoriser au niveau ESG pour garder notre note ISR au niveau des fonds. Et puis, bien évidemment, les faire progresser pour permettre de créer de la valeur. Alors, c'est un patrimoine qui, vous le voyez, en fait, est majoritairement francilien. On s'en excuse, mais il se trouve que le marché francilien, c'est à peu près 80% de l'investissement national en matière de bureaux. Et c'est là qu'effectivement, vous trouvez le plus d'opportunités, là où le marché tertiaire est le plus développé. Je peux passer. Alors, quand je parlais de diversification, vous avez vu, il y a 75 actifs dans le portefeuille. Donc, quand vous parlez de SCPI, vous avez en fait une véritable distribution régulière de vos revenus et une bonne mutualisation de vos risques. Le risque locatif, c'est vous avez un congé, vous êtes planté, vous n'avez qu'un appartement, les vos yeux pour pleurer. Là, quand vous avez effectivement 75 actifs avec, bien sûr, parfois pas uniquement du monolocataire, mais du multilocataire, eh bien, vous avez cette forme de mutualisation qui vient réduire de manière assez drastique le risque locatif. On peut passer, donc il y a 383 baux en place, et puis vous avez là quelques illustrations, effectivement, qui sont en fait nos locataires. On a même l'OCDE en fait à Boulogne-Billancourt, en fait, qui est d'anciennes usines qui ont été entièrement réhabilitées. Et excusez-moi, mais juste oui. pour parler du Covid tout à l'heure. Oui. En fait, le télétravail, etc. Donc, oui, bien sûr. Alors, le télétravail, en fait, il n'était pas encore totalement instauré. Il a été véritablement installé dans la pratique avec le Covid. Et aujourd'hui, comme vous le disiez, en fait, ça va être dur de revenir en arrière. La majorité, en fait, des sociétés qui peuvent se permettre le télétravail, pas tout le monde, bien évidemment, vous travaillez chez. C'est compliqué de faire travailler vos salariés, effectivement, en télétravail, vous en doutez. Donc là, on est plutôt vers une tendance de 1 à 2 jours de télétravail généralisé. C'est ce qu'on appelle du flex office, ou voire du full flex, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus aucun poste attribué. Donc en fait, le siège social est un lieu, on va dire, où vous arrivez le matin, vous pointez, entre guillemets, sur l'écran, et puis si vous avez de la place, c'est bien, si vous n'en avez pas, vous allez ailleurs, dans ce qu'on appelle des tiers-lieux. Un tiers-lieu, en fait, c'est ce que vous connaissez peut-être sous le nom de coworking. Donc aujourd'hui, la manière d'opérer les sièges sociaux, elle a un peu changé. En revanche, ça ne veut pas dire en fait qu'à l'instant auquel nous parlons, il y a une demande moindre réelle de la part de l'état-major. Parce que lorsque vous preniez un bail sur 50 000 m² sur une tour, vous envisagez effectivement un actif, on va dire, mono-activité, du bureau. Aujourd'hui, lorsque
vous prenez un bail sur une tour de 50 000, ce que le directeur immobilier va vous demander, c'est d'avoir, je vous dis une bêtise, mais 40 000 mètres carrés de bureau, mais 10 000 mètres en fait, carrés dédiés aux services et aux autres, par exemple, à de la restauration. Ça peut être également des espaces ouverts, y compris le week-end, donc des salles de sport. Ça peut être des rooftops, ça peut être n'importe quoi, mais effectivement pour faire vivre l'immeuble. Et en réalité, en lieu et place d'une relation qui était historiquement fondée entre un bailleur et un preneur à bail, aujourd'hui, vous avez l'interposition d'exploitants, de commerçants qui, bien évidemment, font vivre l'immeuble et puis au bénéfice, on va dire, de sa rentabilité également. Donc, et à côté de cela, là, on parle d'un actif. D'autres prennent le parti, effectivement, de prendre plus petit en termes de surface, mais en revanche, d'aller louer à des coworkers pour permettre à leurs salariés bien, de se rapprocher de leur domicile tout en ayant, on va dire, une forme de capacité, on va dire, se retrouver dans un espace professionnel sans pour autant être obligé d'aller au siège où, par définition, lorsqu'on a opté pour cette stratégie, il y a moins de place. Et donc, ça permet effectivement de cumuler un petit peu les deux en fonction de la stratégie, bien évidemment, de la société. Mais il ne faut même pas se tromper, un siège social, ça reste un siège social. C'est quelque chose d'assez emblématique pour une société. C'est aussi le reflet d'une position sur le marché. C'est aussi un lieu d'attractivité pour vos talents. C'est aussi quelque chose qui compte beaucoup en termes d'image stricto sensu. Là, c'est un exemple. Vous voyez, on travaille avec Publicis et puis on a en fait en rez-de-chaussée, vous voyez, du Carrefour Market et du Biocop. Ça illustre un peu ce que je vous disais. En fait, les gens viennent bosser. C'était au 20e arrondissement de la ville Gambetta, donc on est plutôt au nord de Paris. C'est bien desservi. Et là, on travaille avec Publicis, notamment, qui a pratiquement toute la surface locative de bureaux et qui a en fait son siège qui n'est pas très très loin, qui est rue du Chemin Vert, pour le citer. Et là, vous le voyez, en fait, c'était 220 millions d'euros d'acquisition avec une très forte certification. Parce que si nous, on va chercher des labels ISR, lorsqu'on achète un actif, on veut également que cet actif soit de qualité. Donc, les labellisations, elles sont très diverses et variées. Elles sont ou nationales ou internationales ou européennes, mais en tout état de cause, c'est vraiment ce que nous souhaitons avoir aujourd'hui. Puis un actif comme celui-ci, on vient de l'acheter en cash. Je vous parlais tout à l'heure de l'effet de crédit. On n'a pas du tout tiré sur la dette pour l'acheter. En fait, on l'a acheté sur la base de 220 millions d'euros avec du cash en fait, qui avait été collecté auprès des clients. Et pour être encore plus transparent, lorsqu'on a acheté en fait, cet actif, on l'a acheté sur la base d'un taux qui était de 3,85, c'est le rendement effectif. Et en revanche, lorsqu'on a signé chez le notaire, il y a eu entre-temps l'augmentation de loyer, puisque vous savez, vous avez en fait des indices d'indexation pour les loyers. Alors c'est vrai pour le bureau, c'est vrai pour le commerce, c'est vrai pour la santé et le résidentiel. Pour le bureau, c'est un indice en fait qu'on appelle l'indice des loyers des activités tertiaires. Et ça s'applique de plein droit. C'est une clause d'échelle mobile au niveau de votre bail. Ça s'applique en fait à l'échéance tout simplement du bail. Et au regard de la nature de nos locataires, vous voyez, quand on a du Publicis, c'est pas de sujet. Si je dis à mon locataire, voilà, tu prends 3% en fait d'augmentation, il n'y a pas véritablement de questions à se poser. Là où sur du commerce, le pied d'immeuble avec un petit commerçant, parfois c'est un peu plus compliqué parce que voilà, mieux vaut le garder en place et essayer d'accompagner par un effort plutôt que de vouloir en fait tenir sur l'indexation et puis de le perdre. Ouais, je peux descendre et on va passer sur la santé, si tu veux bien. Alors ça, c'est à Lille, mais désolé, on n'a rien acheté récemment à Nice et je m'en excuse. Primovi, pourquoi Primovi? En fait, vous connaissez tous la santé, on a tous en fait quelqu'un chez nous qui est concerné sur l'ensemble des formats du court, du moyen et du long séjour. C'est vrai à mon niveau, c'est vrai au vôtre. Là, l'idée en fait de cette SCPI qui a été créée en 2012, c'était véritablement d'essayer de réconcilier un petit peu l'épargne des Français avec l'investissement socialement responsable et sur le segment de la santé. On a été les premiers à le faire et aujourd'hui, le fonds qui est distribué chez CG Finance s'appelle Primovi et ça pèse à peu près 5 milliards d'euros. C'est la plus grosse SCPI du marché avec à peu près 35% d'investissements qui ont été réalisés à la fois en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Et vous verrez pourquoi c'est intéressant. Je descends parce que je voulais en fait parler véritablement. Ah non, je ne sais pas si. Non, c'est pas grave. Je reviens sur les formats eux-mêmes. Les formats, en fait, vous avez en matière de santé le court, le moyen et le long séjour. Et puis, sur cette SCPI précisément, on voulait également être un peu plus diversifiant et s'intéresser en fait à la secteur de l'éducation et de la petite enfance.
Donc, aux côtés en fait, des établissements de santé spectro sensu, vous allez retrouver des crèches, des écoles, des universités ou encore des centres de formation ou des résidences étudiantes. La santé, c'est très simple. Le court séjour, c'est les maisons médicalisées. Vous arrivez, en fait, vous faites un petit parcours de soins. C'est de la bobologie, hein, de la consultation auprès d'un généraliste qui vous conseille une radio. Il se trompe bien, il y a un radiologue qui est à côté. Et puis, vous avez besoin, on va dire, d'une infiltration. C'est parfait. À côté de ça, vous avez la clinique privée, où là, en fait, la durée en ambulatoire d'hospitalisation peut varier en fonction, bien évidemment, de l'affection dont vous souffrez. Ça peut aller effectivement de 24 heures pour une opération la plus bénigne, plusieurs semaines. Lorsque vous êtes effectivement à la clinique, vous en sortez. Si vous avez eu un grave accident, vous passez en fait dans ce qu'on appelle un établissement de soins de jour et de soins de suite et de réadaptation. C'est effectivement un format qui peut durer de 2, 3 à plusieurs mois, en fonction bien sûr de ce qui vous est arrivé. Et puis sur toujours ce moyen séjour, vous allez avoir une clinique de réhab, le traitement des addictologies bien évidemment. Et puis vous allez avoir également l'établissement psychiatrique avec les burn-out qu'on a compris. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont un peu full. Et puis au-delà, c'est le long séjour. Alors là, vous avez deux formats. Vous avez la maison de retraite non médicalisée. En fait, mon travail, c'est de mettre à disposition de vos parents, des miens, on va dire, le meilleur espace possible, l'espace le plus accueillant et voilà, on se sent bien. Et puis, malheureusement, quand arrive le plus grand âge, l'âge de la dépendance, là, en fait, on n'a plus le choix. Et notamment, les enfants n'ont plus le choix et ils envoient malheureusement leurs parents, ce qu'on appelle un EHPAD, qui est géré effectivement par un exploitant. Et là, en fait, la vocation à donner en fait, des soins beaucoup plus importants, c'est un manque total d'autonomie. Et justement, Oui. tous ces, enfin, les PAD en particulier, mais Oui. comment vous gérez le risque de départ de la société opérationnelle? Alors, je dis ça parce que j'ai. Oui, Je sais pas quoi, il poussait. Alors, effectivement, en France, vous avez en fait un phénomène qui est le fait qu'un établissement est attaché en fait à un agrément par les ARS, Autorité Générale de Santé. Vous l'avez certainement vu aussi, ils sont relativement plus disers aujourd'hui pour octroyer des autorisations. En revanche, nous, on travaille dans le cadre de partenariats. Donc, les gens avec qui on travaille, ce n'est pas un exploitant lambda. Ce sont en fait, en règle générale, des grands exploitants, Corian, Colisée, Ramsay Général de Santé. Il n'y a pas fondamentalement de sujet. Lorsqu'on achète un portefeuille, c'est une très bonne question. Lorsque j'achète un portefeuille, je vais vous dire une bêtise, vous pouvez avoir 70 actifs. Ça a été le cas sur 400, je parle beaucoup de temps, c'est dommage. C'est hyper intéressant. On peut acheter par exemple 70 actifs en même temps. Sur ces 70 actifs, je vais avoir, admettons que ce soit un portefeuille de 70 EHPAD, je vais avoir des EHPAD localisés un peu partout sur le territoire. Je vais en avoir qui sont plus ou moins obsolètes. Donc, je vais donner un prix pour chacun, on va dire, des EHPAD. Et dans le cadre de la discussion, de la négociation que je mène avec l'exploitant, en principe, je sais à peu près quel actif sera potentiellement cédé relativement rapidement et quelle sera la stratégie qu'on pourra employer avec l'exploitant pour passer sur un nouvel actif. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire dans la mesure du possible. Ça marche plutôt bien. Et c'est une bonne question en tout cas. Tu peux descendre si tu veux, je vais essayer d'aller plus vite. Je suis désolé en fait. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'encore plus important en termes de taille, puisque vous avez 295 lignes sur le portefeuille. Alors là où vous aviez en fait 76 lignes sur Primopierre, là vous avez 296 actifs eux-mêmes, sur plus de 300 baux en cours. Et là, ce que vous venez chercher dans la santé, c'est une caractéristique qui est un peu atypique, c'est un peu de la cyclicité. C'est-à-dire que même si vous avez une récession économique, en cas de récession, le bureau peut être un peu plus impacté parce que les états-majors se projettent moins. Dans la santé, ce n'est pas vrai. Vous avez une thématique qui est double, c'est le vieillissement en fait, démographique et européen, à part des plus de 85 ans qui, à l'horizon de 2040, est importante, et puis le manque d'infrastructures. Ça, c'est vrai à l'échelle européenne. On estime qu'à peu près il faut 70 à 90 milliards d'euros d'investissement à l'horizon de 2030 pour arriver en fait à accueillir les futurs 85 CNER. Je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en tout état de cause, on est à peu près dans cet ordre d'idées. Et en France, on était sur un budget étatique. Vous savez, en France, on dépense beaucoup pour la santé. C'est plus de 7,5% de notre PIB. On est déjà, entre guillemets, exsangue. Donc, venir par la voie des financements privés, on va dire, prendre le relais, c'est loin d'être idiot. Comme je vous le disais, l'une des caractéristiques fondamentales de la santé, c'est que c'est adossé à des besoins réels.
Et donc, vous avez en fait des flux locatifs, des loyers qui sont non pas garantis, parce que rien n'est jamais garanti, mais en tout cas relativement identifiés, d'autant plus que les autorisations sont rares et d'autant plus que les baux sont signés pour des périodes très longues. C'est 12 ans en règle générale en France, mais quand je parle de l'Allemagne, de l'Italie, vous allez sur 15, 20, 25 ans, parfois avec des facultés de renouvellement. Et bien sûr, notre travail, c'est de faire, entre guillemets, tourner aussi le portefeuille pour balancer les actifs, entre guillemets, des moins vertueux, dans le cadre notamment du label ISR, puisque Primovier est labellisé ISR aussi, et se repositionner sur de nouveaux actifs dans le cadre de ces partenariats. Donc en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on accompagne tous ces exploitants qui nous disent, voilà, j'ai besoin en fait en Allemagne de créer 20 établissements dans 5 landes différents, s'occupent de monter en fait le projet, nous on finance, et eux prennent la balle. Ça, c'est plutôt intéressant. Et une petite question, tous ces baux dans une période d'inflation importante. Alors, ils bénéficient de revalorisation également. Alors, bien sûr, les phénomènes d'indexation des loyers ne sont pas les mêmes en fonction des pays. En France, on a ce qu'on appelle un taux d'effort pour un exploitant. Vous mesurez, on va dire, le taux d'effort sur le loyer rapporté au chiffre d'affaires. L'indexation, justement, elle est de droit, comme je vous disais tout à l'heure. Toutefois, effectivement, il faut rester dans une base raisonnable. Nous, on a sur ce portefeuille un taux d'effort qui est de l'ordre de 14%. En fait, ce qu'on demande aux exploitants. Là où, en règle générale, l'industrie considère qu'on peut aller jusqu'à 18 à 20% au max. Si je pas bien compris, taux d'effort. Taux d'effort, c'est le loyer rapporté sur le chiffre d'affaires. C'est le loyer, c'est ce que me coûte mon immobilier par rapport à mon chiffre d'affaires. Et donc, nous, on est à peu près, comme je le disais, sur 14%. Et donc, on a un peu de marge pour monter et donc indexer effectivement les loyers le cas échéant. Il y a ce mécanisme en fait d'indexation qui vient, entre guillemets, compenser les effets inflationnistes qu'on connaît actuellement. C'est ce que je voulais dire. Au niveau de l'investisseur, est-ce qu'il risque ou est-ce qu'elle risque de battre l'inflation? Alors, c'est l'objectif. Parce que si on fait maintenant. Alors non, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'envisage. Effectivement, là aujourd'hui, vous avez une inflation qui est aux alentours de 7%. On est bien d'accord. Oui, c'est pas aussi simple que ça. Mais en attendant, dans l'échelle en fait, des rendements, tous les placements aujourd'hui sont impactés. Parce que là, on vient de remonter le niveau PEL à 2%. Les obligations, en fait, 10 ans remontent sur des niveaux à peu près similaires. Sur du 30 ans, bien sûr, on sera un peu plus haut. Les marchés actions, vous savez, comme moi, on est à moins 7 à peu près sur le CAC depuis le début de l'année. Vous avez eu un très beau rallye. Mais si vous déflatez effectivement vos rendements financiers aujourd'hui, oui, vous êtes pratiquement en perte. Mais l'idée, en fait, c'est plutôt de venir indexer ces loyers pour justement compenser à terme l'effet inflationniste. C'est ce que je disais, en fait, la prime de risque immobilière va se reconstituer. Nous, on va acheter sur des taux à l'acquisition qui seront plus bas. Et par conséquent, en fait, j'ai un numérateur et un dénominateur qui vont varier également. Et donc, un rendement qui va augmenter. Donc, qui va venir, entre guillemets, compenser les effets de l'inflation. Oui, bien sûr que oui, puisqu'en fait, l'inflation est un élément clé dans les indices d'indexation. Voilà à peu près où on était là-dessus. Alors, 1,3 million de mètres carrés, donc ça fait beaucoup d'actifs. Et comme je vous le disais, en fait, c'est un portefeuille qui est très diversifié et très granulaire en termes de format sur l'ensemble du court, du moyen et du long séjour. Et je suis à la bourre, on me signale. Voilà, descends un petit peu si tu veux. Et un taux d'occupation financière, en fait, qu'est-ce qu'on encaisse véritablement. Et vous voyez, je vous dis 300 baux, on est même sur 521 baux aujourd'hui qui ont été signés sur le portefeuille. Alors, je n'aurai pas beaucoup de temps pour vous présenter les deux unités de compte immobilières, mais juste un petit mot pour vous dire qu'effectivement, par rapport au SCPI, l'idée, c'est de ne pouvoir les souscrire que dans le cadre de contrats d'assurance vie. Vous n'avez pas de distribution, par ailleurs, dans l'assurance vie, vous vous moquez un petit peu. Donc, vous avez en fait une capitalisation du résultat qui est généré en fait par les SCI. Puis, en début d'année, cette SCI, en fait, est une SCI pure santé. Il n'y aura même pas d'éducation, qui pourra même investir partout, celle-là, en Europe, de manière assez intéressante, parce qu'avec les gestionnaires de fonds externes qu'on connaît vraiment bien, qui vont nous donner accès à un marché vraiment être intéressant, parce que cette année, on va faire 7%, on fera à peu près 5% l'année prochaine. On sera relancé en début d'année, chez beaucoup d'assureurs, chez quelques-uns en tout cas, mais avec une commission acquise à 0. C'est-à-dire que cette année, pour les 3 premiers mois de l'année, je crois,
on partira à 0% de commission acquise. La commission acquise, au fond, en fait, c'est un peu le coût d'entrée dans l'immobilier. Quand vous achetez un appart chez le notaire, vous avez des frais de mutation, ça passe 5 et quelques, ou 7 en fonction de ce que vous achetez. Là, vous aurez 0 pour Cap Santé au démarrage, et c'est un fonds qui pèse déjà 600 millions d'euros. Je vous conseille vraiment en fait, de vous y intéresser avec les équipes de CG. Et vous avez après derrière Capimo. En fait, pour créer celle-ci, on s'est inspiré d'un autre fonds qui s'appelle Capimo, qui est la plus grosse SCI du marché. On est sur plus de 7 milliards d'actifs gérés. Là, sur le compte, c'est toutes les stratégies de l'immobilier partout en Europe. Navré, ouais, voilà, le temps imparti est déjà dépassé. Si vous avez des questions, vous pouvez poser déjà à votre niveau, mais je ne sais pas si. Une fois qu'on entre dans l'investissement, on doit rester un certain temps. Alors, oui, l'immobilier, vous le savez, en fait, c'est le temps long. Et quand on dit le temps long, et ça me permet effectivement de rebondir sur les modes de gestion en fait, des fonds immobiliers. Un fonds immobilier, en fait, c'est créé pour une durée de 99 ans. Alors, on ne sera plus là ni moins, surtout moins. Mais en revanche, on est sur des véhicules de bon père de famille. On gère en fait ces fonds avec une approche qui est relativement prudentielle. On doit détenir les fonds, enfin les actifs, pendant une période de 5 ans minimum avant de pouvoir les toucher. Donc, toutes les opérations de marchand de biens sont interdites. On n'est pas là pour faire de l'argent avec votre argent. On fait de l'argent, on essaie de bien acheter, on encaisse des loyers que l'on vous restitue sur une base trimestrielle. Et puis, lorsqu'on vend l'actif, idéalement, on fait de la plus-value qui soit est distribuée, soit est mise en réserve pour les mauvais jours, par exemple, ou pour payer des travaux sur les portefeuilles qu'ils nécessitent. Lorsque vous avez une tour de 500 millions d'euros, cette tour, vous connaissez un départ de votre locataire. La tour a été construite il y a 25 ans de cela. Bien sûr, c'est pas très compliqué à comprendre. Il faut la restructurer pour attirer un nouveau locataire sur un bon loyer de marché. Ça nécessite de l'argent. Donc, en fait, on provisionne aussi dans les provisions pour gros entretiens. Il y a ce qu'on appelle du report à nouveau. Tous les résultats n'est pas distribué. Il peut parfois être mis en réserve pour permettre justement de financer ce type de travaux. Et puis également les stocks de plus-value. Ça, c'est la manière dont est gérée une SCPI. L'idée étant, dans la mesure du possible, d'avoir une approche qui soit relativement pérenne, d'avoir une politique d'investissement qui soit assez claire. Sur le bureau, on sait ce qu'on veut acheter, on sait ce qu'on ne veut pas acheter. Et de la même manière, en matière de santé, c'est essayer de respecter autant que faire se peut une bonne mutualisation du risque, à la fois en termes d'exploitants, mais aussi en termes d'actifs, sur l'ensemble des formats dont on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est pas pour simple, que c'est un marché, la santé, qui est un marché qui est très concurrentiel, qui est un marché peu profond au final, puisque sur les 202 milliards dont on parlait tout à l'heure, la santé représente 5 milliards d'euros. C'est relativement peu. Donc tout le travail, justement, c'est d'être très en amont avec la majorité des exploitants français, mais également européens, pour les accompagner en fait pour le futur. Donc c'est intéressant comme boulot, mais bon voilà. Et tout ça pour vous. Voilà. Désolé de ce petit temps qui est un peu court à mon sens, mais il faut quand même réfléchir. Merci. Salut. Je ne sais pas où me mettre pour être dans la lumière ou pas dans la lumière. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir. Il y en a certains que j'ai déjà vus. Ce n'est pas la première fois que j'interviens auprès de CG Finance. Moi, je suis directeur commercial de Fidelity International. Et mon propos aujourd'hui ne va pas être de vous proposer des solutions d'investissement, mais plutôt d'apporter un peu de la pédagogie face à ce qu'on doit faire sur les marchés financiers. Je sais que c'est compliqué pour vous d'apprendre les marchés financiers. L'immobilier paraît plus naturel parce que vous avez des biens tangibles. Et on se dit toujours l'immobilier, c'est safe, enfin, c'est sûr, la volatilité est moindre, il y a plein de sujets sur l'immobilier. Mais quand on doit bâtir une allocation, il faut du financier. Et donc, pour cela, moi, je ne vais pas essayer de vous faire un point macro. Si je vous fais un point macro sur ce qui se passe dans l'économie, vous n'irez pas sur les marchés financiers. On est d'accord? Si je dois vous parler de l'inflation, de la guerre en Ukraine, etc., etc., et puis on aurait pu faire ça l'année dernière, l'année d'avant, il y aurait toujours des raisons de ne pas aller sur les marchés financiers. Pour autant,
Je vais vous prouver qu'il faut y aller. Et il faut y aller avec le temps devant vous. Si vous n'avez pas de temps, pas de marché financier. Et j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de temps, pas d'immobilier. C'est pareil. Alors, juste rappeler qui on est juste rapidement, parce qu'en fait, on va poser ceux qui ne connaissent pas Fidelity juste avant. Un slide juste avant. Ouais, Fidelity, je sais qui je suis, évidemment. Fidelity, c'est pour vous mettre un peu la photo au contexte de qui nous sommes et pourquoi c'est les finances avec Fidelity. Alors, en fait, c'est assez simple pour Christophe d'avoir choisi Fidelity. En gros, lui, il a une expertise américaine à la base et Fidelity est un gros acteur américain. Quand je dis gros acteur américain, on est le 3e plus gros asset manager au monde. On gère à peu près 4 000 milliards par le monde. Donc, cet argent, évidemment, ce n'est pas de l'argent qui est à nous, c'est de l'argent comme vous, qui nous a été confié. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font confiance à Fidelity dans le monde, et ce depuis des années. Et en fait, la force de Fidelity, c'est quoi? C'est une capacité à investir pour vous sur les marchés sur lesquels vous ne pouvez pas aller, que vous ne souhaiteriez pas aller. Nous, on va prendre le risque pour vous parce qu'on connaît les entreprises, on connaît le business model, on connaît les sociétés, la façon de consommer. Et donc, nous, on va accompagner l'économie réelle en investissant sur ce qui est coté. Alors, la force aussi de Fidelity, je ne l'ai pas dit, mais on est une entreprise privée. Quand je dis privé, souvent on entend société privée. Oui, évidemment, on est privé. On n'est pas coté en bourse. Quand je vous ai dit qu'on était la 3e plus grosse maison de gestion au monde, on appartient toujours à la petite fille du créateur et aux salariés. Et ça, c'est assez unique dans l'industrie parce qu'en général, les concurrents, tous les gros concurrents du marché, ont un cours de bourse. Donc, ça veut dire que quand le marché chahute, il y a moins 20, moins 30, moins 40 sur les marchés financiers, les entreprises qui sont elles-mêmes cotées subissent de plein fouet cette baisse de valeur. Et donc, ça met un stress sur la façon de travailler, alors que nous, on a une vision long terme. Et ça nous pose aussi, on se dit que de toute façon, il ne se passera rien pour nous, qu'on sera toujours là. C'est important pour vous aussi de se dire qu'un acteur comme Fidelity, moi je suis là aujourd'hui, demain ce sera un autre, mais Fidelity sera toujours là. C'est la création de Fidelity aux États-Unis, puis après, on va passer directement sur les slides pédagogiques, juste pour vous montrer justement comment nous, on aborde les marchés financiers et comment vous devez les aborder. Encore, c'est ma gamme. C'est juste pour dire que Fidelity, en gros, nous, notre métier, c'est fournir des solutions. On n'est ni banque ni assureur. Mon métier, c'est que vous avez une problématique sur un marché financier, Fidelity, en général, a la solution. C'est vraiment mon métier, c'est vraiment répondre aux besoins des clients finaux et des intermédiaires financiers, que ce soit clients finaux comme vous, banques, institutions, entreprises. On répond à tout ça avec nos solutions financières. Alors là aussi, la particularité, juste reviens juste avant, c'est intéressant quand même. On est en France depuis 1994. On est le premier acteur étranger à avoir attaqué le marché français. Et on a une approche qui est à l'image de Fidelity, je dirais. On est installé localement. On a un agrément AMF, ce qui en fait, on est une des seules sociétés de gestion étrangères à avoir un agrément AMF, donc on est une société de gestion française aussi. Mais en fait, ce modèle qu'on a dupliqué, qu'on a fait en France, c'est le même qu'on a partout. Nous, on veut absolument pas seulement être un bureau de vente, mais on veut connaître les entreprises qui sont là, connaître les clients et fournir des solutions qui correspondent à nos clients. Donc vraiment, le maillage territorial de Fidelity est très fort. On est implanté partout dans le monde et ça permet aux gérants de discuter entre eux pour comprendre vraiment comment fonctionne un consommateur chinois, comment fonctionne un consommateur américain, un consommateur français, et vraiment essayer de prendre les tendances pour investir au mieux pour vous. Une fois qu'on a dit ça, tu peux passer que ça, vas-y. On va rentrer dans ce que nous, on propose, c'est justement les outils pédagogiques. Cet outil-là, enfin, ce livret-là, il vient du Japon. Les clients finaux sont partout dans le monde, sont comme vous. Alors, chaque client n'investit pas de la même façon, mais doit apprendre les marchés de la même façon. Et donc ça vient du Japon, on a juste fait le traduire. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement. Et ces 8 repères, j'aime le dire, quand les marchés sont chahutés ou quand tout va bien, feuilleter ce petit magazine permet de vous rassurer et de vous rappeler vos objectifs. Parce que parfois, on pense qu'on va gagner vite de l'argent sur le marché financier, c'est une erreur. On peut en perdre vite, c'est une réalité. Mais le vecteur de performance, c'est le temps. Je vais le répéter souvent, le seul moyen de gagner de l'argent sur les marchés financiers, c'est d'avoir du temps. Et on va le voir. Alors, le premier slide, justement, là, c'est les marchés, c'est le MSCI World, donc c'est l'indice mondial. Son évolution depuis, on ne voit pas bien parce que c'est un peu flouté, mais c'est en gros depuis, je dirais, on va dire, on peut partir de 2000, avant 94. 94. On voit bien qu'est-ce qu'est la tendance qui en sort, malgré toutes les crises financières dont vous avez le souvenir, la tendance est quand même très, très haussière. Celui, peu importe à quel moment il investit, au plus haut de la bulle Internet, les Lehman Brothers, ce que vous voulez, aujourd'hui, il a gagné de l'argent.
Et ça, parfois, on ne se le figure pas. Donc, c'est bien de l'avoir en visuel, de se dire que si on a du temps, les marchés sont toujours haussiers. C'est une réalité, pour peu qu'on ait du temps, encore une fois. Alors là, c'est vraiment, ça, c'est typiquement Fidelity. Nous, on explique aux clients. Souvent, on a l'impression que quand on va sur les marchés, on sort, on peut arbitrer, enfin, on peut faire du trading sur les fonds, génère de la performance. Alors que c'est une énorme erreur. On s'en rend compte là. Bon, évidemment, encore une fois, ce n'est pas très lisible, mais en gros, ce que dit ce graphique-là, c'est si on loupe les 20 meilleurs jours de bourse sur une période de 25 ans, on divise la performance par 2. Si on loupe les 40 meilleurs jours de bourse sur 25 ans, on devient pas loin de. On divise par 3. Et ça, c'est sur la MSCI World, mais si on prend le CAC 40, on devient négatif au bout de 40 jours, les meilleurs jours de loupés. Alors, ceux qui tournent vite se disent, ouais, mais si je loupe les plus mauvais, c'est une super performance. Sauf que les meilleurs jours de bourse sont consécutifs aux plus mauvais. En gros, quand le marché fait moins 20, derrière, il y a un rebond technique. Et si on ne le prend pas, ce rebond technique, on ne le voit plus. Et on l'a bien vu dans la crise du Covid, d'ailleurs. C'était vraiment la pédagogie accélérée. Celui qui a cédé quand on a fait moins 40, quand il y a eu le confinement, etc., ben, il a perdu 40%. En 15 jours, 3 semaines, on avait repris ces 40%. Et avant de reprendre 40% en essayant de faire du trading, c'est impossible. C'est impossible. Et 40%, pour les faire, il faut des années et des années. Donc, en gros, mon message, choisir les bons véhicules, conserver vos positions, diversification, et le temps sera la source de performance. Alors ça, c'est un graphique. Alors tout ça, c'est pas beau là, hein, on est d'accord. Il y a un livret que Christophe a. Et il y a aussi sur le site de fidelity.fr un endroit qui s'appelle Outils pédagogiques. Ce livret est digital. Et tous ces chiffres-là sont mis à jour toutes les semaines. Ce qui est intéressant de voir, en gros, vous avez une ligne rouge et une ligne verte. Et on a comparé sur un an, en gros, celui qui aurait mieux investi sur un an, combien il aurait fait de performance. Et celui qui aurait vraiment eu pas de chance sur un an. En gros, tu peux dire les chiffres, Christophe, sur un an, combien c'est? Plus 41. Alors, celui qui aurait super bien investi, c'était plus, combien on a dit, 57, c'était quelle période de indiqué derrière? « 99 et 2000. » Voilà. Celui-là, il aurait investi là, boum, il faisait 55%. Et celui-là, je pense que ça correspond à peu près à 2011, quelque chose comme ça. Il aurait fait moins 44. Et 2008. 2008. Exactement. Et plus on avance dans le temps, à un moment donné, c'est de prendre plus ça, c'est 14 ans, il n'y a plus aucune chance de perdre sur les marchés financiers. Peu importe à quel moment on a investi. Même si on est le plus poissard du monde, on a investi au plus haut des marchés, au bout de 14 ans, bah, il a quand même gagné de l'argent. Encore une fois, la notion de temps est centrale dans l'investissement. Tu vois, chez la tête, vous avez peut-être une remarque? Non, mais ça c'est. Et en fait, plus après on avance et on fait de la performance avec le temps, évidemment. Alors, c'est intéressant de se dire que si on n'a pas le temps, encore une fois, on ne va pas sur les marchés. C'est clair, c'est fait. Ça, c'est la psychologie de l'investisseur. On voit, nous, on analyse évidemment les mouvements de marché qui ont lieu quand le marché est chahuté. Comme on a pu le connaître un peu cette année d'ailleurs, on voit que le marché subit des baisses, et le client final est résilient. Il résiste. Il résiste. Juste au moment où il ne peut plus résister. Il se dit, il faut que je sorte, je vais tout perdre. Sauf que je rappelle une chose, c'est qu'on a investi sur des entreprises, des outils de production, des salariés, des technologies qui ne vont pas disparaître, elles. Et quand vous lâchez, souvent, le rebond a lieu derrière. C'est systématique. Parce qu'en fait, on vient tirer sur la sensibilité du client final, qui lui, au bout d'un moment, il dit, je fais confiance à mon intermédiaire financier, il va le relever, bon, ça va, ça va encore, moins 30, ça va encore, mais bon, moins 40, là, ça va plus trop, moins 50, on n'en parle plus. Là, le moins 50, on a perdu le client, et derrière, les marchés rebondissent, et le client, il ne revient plus jamais sur les marchés financiers. C'est ce qui se passe systématiquement. Alors ça aussi, c'était avant cette année, avant le retour de l'inflation. C'est intéressant de voir l'érosion de l'épargne par l'inflation qui était faible depuis 20 ans. Pour autant, si on n'avait rien fait, c'est moins 24%, je crois. Moins 24 en 20 ans. Sans rien faire, avec une inflation qui était minime, ça nous coûtait déjà beaucoup d'argent. Aujourd'hui, avec une inflation qui est autour de 7%, ne rien faire vous coûtera de l'argent, c'est sûr et certain. On revient sur cette psychologie de l'investisseur. Vas-y, passe. Et là, c'est vraiment l'exemple type
de ce qu'il faut faire quand on va sur les marchés financiers, c'est qu'il faut avoir du temps, et il faut y aller progressivement. Et là, on va voir le cas de figure. La phase de lancement, c'est quoi ici 2008, 2002. En gros, une personne a mis 30 de milliers d'euros, 35 000, ça monte, puis après, il y a 8. Et là, lui, il perd pratiquement la moitié de sa richesse à ce moment-là. Là, si on est CGP, si on est intermédiaire financier, quelqu'un vous appelle, c'est de le garder. On l'a perdu, en fait. Enfin, s'il ne vous fait pas confiance ou s'il a vraiment peur, c'est la peur qui le guide, il va lâcher. Et derrière, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, parfois magnifique. Et donc, nous, ce qu'on dit, pour éviter justement pour quelqu'un qui est un peu timide face au marché, qui se dit, moi, je ne suis pas prêt à prendre 30 risques, parce que même à un moment donné, ça coûte 50%, moi, je ne sais pas si j'ai pas besoin de l'argent là, ou enfin bref, on ne sait pas ce que fait l'avenir. Les versements périodiques. Et là, d'un coup, on a beaucoup moins de volatilité. Alors, on a pris moins de risques, on est moins payé. À la fin, là, c'est le fonds d'euros, là, c'est celui qui a investi en versement périodique, et ça, c'est celui qui a en versement unique. Il n'est pas passé par le même état de stress, et il a été payé le stress largement. Celui qui est rentré en versement périodique a fait bien mieux que la sécurisation du fonds d'euros, 2 fois ou 3 fois mieux. En gros, il faut aller sur les marchés financiers. Quand on est un peu riscophobe, on y va progressivement. Et quand on a envie, quand on a du temps, et qu'on veut se donner les moyens de gagner de l'argent, on y va tout d'un coup. En fait, Warren Buffett qui dit une chose très simple. Le seul moment où il faut aller sur les marchés financiers, quand on a de l'argent. C'est simple. C'est aussi simple. Quand vous avez de l'argent, allez sur les marchés. Il faut faire ça à dette, non. On n'en a pas besoin. Dont on n'a pas besoin. C'est exactement. Très important. C'est très important. Oui, on n'est pas au casino. Vous avez raison. Il faut vraiment se dire que c'est de l'épargne long terme. Et c'est comme ça qu'on doit regarder les marchés. Alors là aussi, c'est pas un graphique qui vous parlera beaucoup, mais c'est pas plus mal. En gros, c'est toutes les classes d'actifs qui existent. Donc les actions américaines, les actions chinoises, les actions européennes, les obligations, la dette émergente. C'est un classement des meilleures performances par année. Et on se rend compte de quoi? Alors, repérer les couleurs, le vert correspond au marché américain. En gros, le marché américain est souvent le meilleur marché. Mais pour autant, le classement est souvent très différent. Le message derrière ça, c'est de se dire, on va mettre les deux dans le même panier, diversifier. C'est comme ça qu'on apprend des marchés. Alors, il est vrai, avec un biais américain, ça me semble important parce que le marché directeur, c'est le marché américain. Quand les États-Unis vont mal, l'Europe va mal. Quand les États-Unis vont bien, l'Europe ne va pas forcément bien. Donc, moralité, il faut mieux avoir une poche aussi importante que je dirais dans l'indice mondial. Le poids des États-Unis, c'est à peu près 50%. Je pense que dans vos allocations, si vous avez 50% des États-Unis, c'est très bien. Voilà les petits points de pédagogie que je vais partager avec vous. Et rapidement, je voulais juste vous présenter ce que je fais moi normalement auprès des CGP. Juste en deux bullet points. Moi, mon métier, c'est d'aller faire de la prescription. Moi, je ne suis pas un vendeur, je fais de la prescription. Parce que je n'ai pas un bon de commande où le CGP va me dire bon, je t'ai pris tant de fidélité américaine ou tant de. Moi, je leur partage mes convictions et après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Et moi, ce que je fais, je partage avec tout le marché français. Et ça, c'est mon équipe et moi. On va voir tous les CGP, on parle de la même chose avec les mêmes solutions. Et après, les CGP font, en leur âme et conscience, leur choix. Et il s'avère qu'en général, on est assez suivi. Mais ils pourraient faire tout à fait autre chose. Et ça serait la même chose pour moi, j'ai envie de dire. Passer à la suite. Alors, évidemment, je vous ai parlé des États-Unis, mais ce n'était pas un hasard. C'est aussi parce que c'est un véhicule que nous, on propose auprès de nos clients. Alors, le marché américain, vous allez me dire, oui, cette année, ce n'est pas terrible, le marché américain, entre les technologies qui sont aux alentours de moins 30, le marché américain qui va rentrer en récession, etc. À ce fonds-là, qui s'appelle Fidelity America, qui est un fonds assez vieux du marché, Fidelity, est positif depuis le début de l'année, il est à peu près à plus 12, qui est quand même plutôt pas mal, dans un environnement où tout le monde dit pour faire de l'argent sur les actions, c'est compliqué. Mais en fait, ce fonds-là, il fonctionne parce qu'il n'a pas fonctionné dans le passé. Dans le passé, il n'avait pas de technologie. C'est un fonds américain qui voulait se mettre loin de la croissance, loin des véhicules, des entreprises qui étaient très chères. Vous avez tous vu les Tesla, les Zoom, les valeurs qui ont complètement explosé pour le marché Apple. Enfin bref, et là, c'est ce qu'on voit très bien, c'est l'indice retraité des technologies n'est plus du tout sur la même valorisation. Et le gérant de Fidelity America, lui, n'avait pas de technologie et donc a pâti de la performance des marchés financiers américains en relatif, parce que pour un investisseur européen, c'est toujours très bien. En gros, c'était le plus mauvais fonds américain
Pour autant, sur 5 ans, il fait autant que le MSCI Europe, l'indice européen. Donc, on ne faisait pas une erreur en investissant dessus. Par contre, il faisait 2 fois moins que l'indice américain. Et aujourd'hui, c'est un peu un rattrapage. On voit bien que le monde a changé. Les taux, on a évoqué, vont impacter l'immobilier forcément à un moment donné, impactent les valorisations d'entreprise. Et donc, les valeurs technologiques qui étaient très exposées à ça ont une correction massive. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de valeur technologique. Il veut juste dire que peut-être qu'on va retrouver de la normalité dans les fondamentaux et qu'on va peut-être retrouver un peu de valeur dans les valeurs qui étaient complètement délaissées par le marché. D'où Philippe Maca. Je peux passer après, pas. Ça, c'est juste. Je pense que Christophe vous enverra les slides, c'est super intéressant, parce qu'on ne se le figure pas non plus. C'est par décade. Les entreprises sont leaders mondiaux tous les 10 ans. Et on voit que le monde va vite. On voit que le monde va très, très vite. À l'époque, dans les années 80, on voyait déjà de l'informatique, mais c'était IBM, AT&T, et puis il y avait encore du pétrole, et beaucoup d'Américains. Les années 90, c'était les années du Japon. Beaucoup de valeurs japonaises qui trustaient les valorisations boursières. Ensuite, on a commencé à avoir Microsoft. Puis un monde qui change, et puis le pétrole progressivement qui sort. Et puis qui revient en 2010. On a PetroChina, on a Petrobras, et puis maintenant, on a toujours un peu derrière, mais on a toujours les valeurs techno qui prennent le lead depuis 2020. Et quid en 2030? Quelles seront les valorisations de demain? Quand on voit comment ça change vite, il ne faut pas rester figé non plus dans ces positions. Et je pense que c'est le rôle des gérants, justement, de ma maison de gestion, de justement aller choisir les bonnes valeurs et les bonnes tendances de marché pour essayer d'éviter les crashs qu'on a pu connaître. J'ai un exemple en tête, peut-être que vous vous en souvenez, mais à une époque, tout le monde avait un Nokia en poche. Les pas de Nokia, c'était leaders. C'est là qu'on se rend compte qu'un leader européen mondial peut disparaître, pas tout de suite, mais ça met son temps, mais ça disparaît. Alors que c'était inimaginable à un moment donné. C'est pour ça qu'il faut vraiment être au fait de tout ça et laisser la main aux gérants pour qu'ils fassent les bons choix pour les entreprises sur lesquelles ils investissent. Ça, c'est les flux, en plus, ça aussi, c'est les valorisations. Enfin, ça, c'est la performance du fonds. Octobre, il était à plus 10. Ce que je vous disais, sur 5 ans, il est à 55%. Donc, en gros, comme je vous disais, c'était le plus mauvais fonds américain, mais il fait aussi bien que le marché européen. Donc, avoir investi dessus, c'était très bien. Et là, c'est le deuxième fonds que je propose à mes CGP. Aujourd'hui, je suis un peu contrariant. C'est la Chine. Enfin, ce n'est pas le même constat. La Chine, il y a à peu près 1 an et demi, on avait évoqué une théorie qui était un consensus de place. Les premiers qui étaient rentrés dans le Covid étaient les premiers qui allaient en sortir et qui allaient avoir un rebond des marchés financiers. Parce que reprise de la croissance, reprise de l'économie chinoise, sauf que, patatras, l'État chinois en a décidé autrement, a réformé son pays de manière totalement drastique, on peut le dire, et totalitaire, j'allais dire, mais c'est peut-être le bon mot, mais peut-être pas celui qu'il fallait utiliser. Mais en gros, ils ont empêché la Chine de repartir fortement. Et donc, évidemment, les marchés financiers qui investissent sur les marchés chinois, ils disent, oh, entre le zéro Covid et les réformes comme fait l'État chinois, on retient notre argent. Donc, catastrophe, tout ce qui devait se passer ne s'est pas passé. Et donc, le marché chinois connaît depuis maintenant, on va dire, 5 ans, des contre-performances massives. Pour autant, moi, mon métier, c'est justement d'aller voir plus loin. Et je rappelle quelques chiffres que vous les ayez en tête. La Chine, c'est 18 000 milliards, c'est le PIB. C'est le deuxième plus gros PIB au monde, derrière les États-Unis. Le poids de la Chine dans les indices mondiaux, 3%. La population chinoise, ça fait 3,4 milliards d'habitants, comme ça, ou 3,7. Enfin, en gros, on prend États-Unis, Europe, on n'arrive pas à la taille de la Chine, on n'est même pas à la moitié. Donc, nous, on se dit qu'un pays qui est si gros, qui génère autant de croissance de son PIB, qui est en difficulté aujourd'hui et qui se développe, pour moi, j'ai eu la chance d'aller en Chine. Je peux vous dire que la Chine, ça va très, très, très vite. Et je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut investir sur la Chine. Si on se donne un peu de temps, je pense que c'est vraiment un très bon point d'entrée. Si on regarde, tu peux avancer, parce qu'après, moi, je fais l'analyse des valorisations. Le marché chinois, c'est le moins cher de tous les marchés. Aujourd'hui, il n'y a pas moins cher que le marché chinois. C'est encore, c'est les valorisations. Ce qui est intéressant, c'est ça. Aujourd'hui, le marché chinois, on l'a vu, il est volatile, mais aussi, il a quand même une tendance haussière pour ceux qui ont eu du temps. Mais ceux qui ont commencé à s'intéresser à la Chine, c'est à peu près là. Donc là, ils sont à moins 51, ceux qui étaient téméraires à l'époque. Et même, on est descendu à moins 60. Là, je peux vous dire qu'il y en a plein qui sont sortis. Et là, depuis je dirais 15 jours, on a déjà pris 10%. Il suffit que l'État chinois dise on arrête la politique zéro Covid, le rebond va être fantastique sur les marchés chinois. Parce que tout le monde
se dit que ça va repartir vraiment et il y a un potentiel énorme. Et nous, le véhicule qu'on vend, il s'appelle China Consumer. C'est un véhicule qui repose sur la consommation de la classe moyenne chinoise. La classe moyenne chinoise est de plus en plus riche, consomme de plus en plus, et la particularité des Chinois, ils consomment chinois, sauf pour le luxe. Le reste, les véhicules, j'avais un exemple, le plus gros brasseur de bière au monde, c'est pas Heineken, c'est pas Budweiser, c'est Snow Beer, bière chinoise, qui n'est vendue que sur le territoire chinois. Le territoire chinois, suffit d'être leader sur son marché, on est leader mondial. Donc c'est vraiment une tendance structurelle. La Chine ne se cache pas qu'elle veut être, on parle d'American First, on a entendu, mais China First, c'est pas une légende, ils veulent aussi être les meilleurs. Et je pense qu'à horizon 2030, 2040, ils vont talonner de très très près les États-Unis. Et en termes de valorisation, ça ne peut pas rester à ce niveau-là. Encore une fois, 3% du MSCI World, c'est une aberration économique. Et juste son poids devait doubler, passerait de 3 à 6. Les marchés financiers auraient complètement explosé. Donc, alors que quand je dis d'aller sur la Chine, c'est coller à l'indice, en gros 3 à 5% dans vos allocations. Vérifiez si ça vous amuse. Mais en tout cas, ça serait moi, c'est ce que je ferais dans tous les portefeuilles de mes clients. Voilà, c'est ce que je fais. Il y a un grand inconnu, c'est le Taïwan. Et ça, on ne sait pas combien de temps ça va mettre dans l'équation. Exactement. En fait, tout ce qui est géopolitique, c'est comme si on revient sur l'Ukraine et la Russie, ce conflit, enfin, cette intervention militaire des Russes dure longtemps quand même. C'était pas du tout anticipé, même si la Crimée était quand même déjà petite alerte où personne n'avait réagi. Il est vrai que Taïwan est un vrai sujet. Je pense que les Chinois sont très pragmatiques. Pour le coup, je pense qu'ils veulent d'abord se constituer une économie très très solide, et après Taïwan sera un autre sujet. Mais en effet, c'est une épée de Damoclès qui n'est pas à éluder. Mais tout ce qui est géopolitique ne rentre pas normalement. Enfin, nous, on est des stock pickers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la vie de l'entreprise, des entreprises. On a un gros bureau en Chine. Il y a plus de 2000 salariés de Fidelity en Chine. On va aussi, pour vous donner une idée de. Les Chinois, normalement, travaillent avec des Chinois. C'est comme ça, c'est culturel pour eux. Pour autant, Fidelity a réussi à avoir un agrément. On va pouvoir aussi vendre des axes, enfin des fonds pour les épargnants chinois dans le cadre de leur retraite. Ce qui prouve bien que l'État chinois a une grande confiance en Fidelity dans sa façon d'accompagner les entreprises. On n'est pas des spéculateurs, on est des investisseurs, et ça rassure aussi l'État chinois. Donc voilà, en gros, c'est ce que je dis comme message auprès de mes partenaires quand je vais les voir aujourd'hui. Et en général, les messages que je tiens ne changent pas tous les 6 mois. L'idée, c'est d'avoir un suivi. Et si on se revoit dans 6 mois, 1 an, 2 ans, on pourra reparler de FF America et de Fidelity China avec plaisir. Voilà. Si vous avez des questions. Peut-être c'est possible d'aborder un petit peu le marché obligataire pour avoir une idée du contexte actuel et des ventes. C'est le grand changement. C'est le grand changement. Ça fait à peu près, je dirais, 20 ans peut-être que les obligations étaient la classe d'actifs plutôt à éviter. Ou si on allait chercher des obligations, c'était plutôt ce qu'on appelle le high yield, donc le haut rendement, avec des rendements qui étaient importants parce que le risque sous-jacent était plus important. Aujourd'hui, on va se retrouver avec du rendement sur des actifs qui sont moins dangereux. Les États, des belles entreprises vont donner des rendements qui, ce n'était pas le cas il y a encore 5 ans en arrière. Aujourd'hui, on pourra faire de la performance avec des obligations d'État aux alentours de 4,5%, 5%, juste en prêtant aux États. Donc ça, c'est quand même une nouvelle donne, tu as raison de le dire. Et je pense que dans les portefeuilles des clients, on va retrouver plus d'équilibre. Depuis 5 ans, il n'y a plus d'obligations dans les portefeuilles. À juste titre d'ailleurs, parce que ceux qui ont fait des obligations et qui en ont peut-être parmi vous, ce qu'on appelle les SRRI, c'est les niveaux de risque des OPCBM. Donc un fonds obligataire est noté par l'AMF comme un fonds très défensif. En gros, vous ne prenez pas de risque. Donc le 1, c'est le cash. Le 2, c'est quasi cash. Le 3, c'est un obligataire court terme. Puis après, on monte en risque. Et puis les 5, 6, 7, c'est action. Un fonds cash, un fonds obligataire court terme, SRRI 3 aujourd'hui, il est entre moins 10 et moins 15. Parce que les taux sont montés très fort et que la sensibilité au taux des obligations est forte. Et là, d'un coup, le client, il se dit, mais moi, je n'ai pas voulu prendre de risque. J'avais vu qu'il allait avoir un problème et je suis à moins 15. Aujourd'hui, se positionner sur les fonds obligataires, il n'y aura plus de moins 15, parce qu'on sait que la tendance est plus du tout la même, parce que les taux sont bien remontés, ils ont plutôt tendance à rester stables, avec un rendement embarqué qui va être aux alentours de, je vous ai dit, entre 3 et 5%. On va pouvoir retrouver la stabilité dans vos portefeuilles, et peut-être un retour du fonds euro dans les contrats d'assurance vie, qui lui-même est rattaché à des obligations. Donc, les portefeuilles étaient très actions aujourd'hui,
avec trait d'action immobilier, on va dire, et structuré, produits structurés. Aujourd'hui, on va retrouver une poche obligataire qui sera un peu le stabilisateur des portefeuilles. Et je pense que c'est vraiment une opportunité à saisir. Je pense que début d'année 2023, on aura vraiment une visibilité sur ce que ferait la Fed et la BCE. Mais en attendant, on a retrouvé des taux plus confortables pour une économie normale. Parce qu'avant, ce qu'on avait vécu pendant 10 ans, ce n'était pas une économie normale. Des taux négatifs, vous vous souvenez? Vous donnez de l'argent, vous payez pour donner de l'argent. Enfin, placer de l'argent, c'était un concept un peu fou qui a aussi rendu fou un peu les marchés. Et aujourd'hui, ben, les banques centrales font leur job, on retrouve des niveaux plus normaux. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que si l'économie se met à ralentir du fait d'une récession, du fait pourront rebaisser les taux et donc redonner de l'oxygène aux économies. Aujourd'hui, sans cette politique qui peut paraître d'un point de vue rationnel sévère, dure, elle a un vrai sens, c'est redonner du pouvoir aux banques centrales pour pouvoir relancer l'économie, ce qu'elle n'avait plus comme pouvoir depuis maintenant 10 ans. À part injecter des liquidités, vous avez entendu les sommes qui étaient injectées dans l'économie pour relancer l'économie, en fait, on crée de la fausse monnaie. Donc, c'était pas bon. Et aujourd'hui, on retrouve un monde plus normal, avec des taux plus importants et un retour du marché obligataire dans les portefeuilles des CGP. Voilà. Merci beaucoup. Merci de votre écoute, en tout cas. Ah, oui, excusez-moi. Il n'y a pas de questions en ligne. C'était très sage. Toutes les questions ont été posées ici, c'est bon? Oui. Merci de votre présence. Donc là, on vous invite à partager un verre et quelques. Oui, hein.